Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020. Au sommaire ce soir. La Savoie et la Haute-Savoie sont désormais placés en état d'urgence sanitaire 48 heures après le Premier ministre Jean Castex. Les préfets de nos deux départements se sont exprimés dès ce samedi pour présenter les nouvelles mesures mises en place alors que les derniers chiffres montrent une augmentation de la circulation du virus. Et puis nous parlerons décolletage avec mon invité du soir. Alain Aperté, le nouveau président du syndicat national du décolletage, sera sur notre plateau. Nous parlerons notamment avec lui de l'avenir d'un secteur fortement impacté par la crise de la Covid-19. Je vous lisais en titre, 48 heures après les nouvelles annonces du gouvernement concernant la situation sanitaire, les préfets de Savoie et de Haute-Savoie ont pris la parole ce samedi pour détailler ces mesures. En Savoie, le port du masque est généralisé dans les 3 agglomérations et plusieurs directives ont été prises pour les lieux accueillants du public. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Depuis ce samedi 17 octobre, les Chambériens, Aixois et Albertvillois devront porter le masque dans leur centre-ville. Une mesure étendue qui vient renforcer le dispositif départemental à l'instar de plusieurs autres réglementations, notamment au sujet des rassemblements et des établissements recevant du public. J'ai donc été amené à prendre un arrêté préfectoral qui étend le port du masque dans les 3 principales villes du département, à Chambéry, à Aix et à Albertville. J'ai également prescrit un certain nombre de mesures complémentaires additionnelles pour permettre l'ouverture des bars et des restaurants. Donc il s'agit de 5 mesures très précises et qui seront évidemment observées de façon et contrôlées de façon à voir si tout le monde joue le jeu. Avec la limitation de 6 clients par table, une place assise pour chaque consommateur ainsi que l'enregistrement du nom des clients sur un cahier de rappel, il s'agit bien là de tenter de limiter la propagation de la maladie dans le département qui compte aujourd'hui 64 personnes hospitalisées, dont 5 en réanimation. Mi-mars, il y avait 50 personnes en réa au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 4 avril, il y en avait 750. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette même évolution à une même vitesse. Il n'empêche que le nombre de personnes en réanimation augmente au niveau de la région, que 3 territoires sont plus en difficulté, le Rhône, l'Isère et puis la Loire, et que des patients du Rhône, de Lyon, hier, ont été transférés à l'hôpital de Chambéry en réa, parce qu'il y a cette solidarité régionale entre les acteurs de la santé, entre établissements de santé, d'ailleurs qu'ils soient publics et privés. Et pour l'instant, en effet, au centre hospitalier Métropole Savoie, une augmentation des hospitalisations et en réa, pour l'instant, une situation sous contrôle. Des mesures prises pour au moins 2 semaines, mais qui pourront bien sûr évoluer en fonction de la situation sanitaire. Et puis toujours en Savoie, à Aix-les-Bains, on a appris ce lundi matin que 58 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au sein du centre hospitalier. Dans les détails, ce sont 36 résidents et 22 membres du personnel de 3 unités de soins du centre hospitalier qui ont été placés en quarantaine, mais leur état de santé n'inspire aucune inquiétude pour le moment. En Haute-Savoie, l'état d'urgence sanitaire simple est en vigueur depuis ce samedi. Je vous le disais, Alain Espinasse, le préfet du département, tenait lui aussi une conférence de presse pour en préciser les contours. Alors que le taux d'incidence est passé de 106 à 148 en Haute-Savoie, le préfet a signé un décret comprenant toute une nouvelle série de mesures. Les rassemblements sont limités à 6 personnes, une nouvelle jauge d'une personne pour 4 mètres carrés dans les établissements recevant du public comme les commerces ou les musées est mise en place. Les salles de sport et les gymnases restent ouverts pour le moment. Les buvettes sont interdites dans les salles de fête. Enfin, les restaurants et les bars restent ouverts sans restriction d'horaire, mais le contact tracing n'y est pas obligatoire. Pour les événements en plein air, le seuil maximal de participants reste à 5000 personnes. On écoute Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie. Les points les plus importants sont au nombre de 2. Le premier, c'est un principe désormais d'interdiction qui prend le pas sur le principe qui prévalait jusqu'à présent, qui était un régime de déclaration. On durcit en interdisant, exemple, en interdisant tout rassemblement au-delà de 6 personnes. Deuxième élément qu'apporte ce décret, c'est qu'il simplifie la lecture et la compréhension pour l'ensemble des pouvoirs publics qui ont à le mettre en œuvre et pour nos concitoyens, en rendant obligatoire des mesures sur l'ensemble du territoire et donc en faisant en sorte qu'on ait une homogénéité d'approche entre les départements, tout en laissant sur un certain nombre de choses la possibilité au préfet de durcir certaines dispositions. C'est dommage qu'il faille en repasser par là. Le confinement, qui était la mesure radicale qu'il s'agit d'éviter, le gouvernement l'a dit, le confinement avait réussi à écraser le taux de contamination, c'est une évidence.
Ce taux de contamination, on l'a vu repartir dans le courant de l'été. Dans ce département, très vite a été pris, qui était d'ailleurs mal positionné, je le rappelle, fin juillet, début août. Il était dans les 3 départements au plus fort taux d'incidence. Les mesures qui ont été prises, reconduites depuis, que j'ai durcies, ont permis de maintenir jusqu'à fin septembre un taux d'incidence qui était plutôt bas par rapport à la moyenne nationale. On constate que depuis 15 jours, ça repart parce qu'il y a des relâchements. Il y a des relâchements dans la sphère privée, il y a des relâchements individuels. Donc c'est regrettable, mais il nous faut durcir les choses pour réatteindre à nouveau un taux d'incidence qui ne mette pas en péril la santé publique. C'est l'objectif. Et puis toujours concernant le coronavirus, c'est une des priorités du gouvernement que les tests Covid soient accessibles et rapides. À Chambéry, pour le moment, l'hôpital tient ses délais entre 24 et 48 heures. Pour cela, l'établissement a dû s'organiser et investir près de 500 000 € dans des équipements du laboratoire pour tenir le rythme. Nous avons voulu savoir ce qui se cache derrière ces délais et ces chiffres en suivant un prélèvement de la prise de rendez-vous au résultat. C'est un reportage de Fanette de Buisson. Secrétariat du Point Alpha, bonjour. Est-ce que vous pouvez être là à 15h50 ? L'enjeu, c'est surtout de donner des rendez-vous à bon escient, donner en urgence les rendez-vous qui le nécessitent. Des appels incessants, entre 150 à 200 par jour. Depuis début octobre, la demande de tests Covid est grandissante. L'hôpital de Chambéry s'est organisé, des locaux dédiés au dépistage depuis fin juin, une équipe de 14 personnes et un ordre des priorités. Les rendez-vous sont donnés uniquement par téléphone, pour pas que les gens aient à se déplacer partout. On leur donne un rendez-vous. Le plus souvent, quand on a de la place, on arrive à leur donner un rendez-vous dans la journée, surtout s'ils ont des symptômes. Et on arrive à leur donner parfois des rendez-vous aussi à la date du prélèvement, quand ils doivent le faire à une date précise, quand ils sont en contact. Alors après, c'est sûr qu'il y a aussi des contraintes d'hygiène. Enfin, le service a dû être adapté avec les conditions d'hygiène nécessaires pour pouvoir faire des prélèvements Covid. Professionnel de santé, symptomatique, ce père de famille est l'un des cas prioritaires. Comme lui, une centaine de personnes est testée ici tous les jours. Le prélèvement se fait avec un coton-tige assez long qu'on met dans le nez, bien au fond des fosses nasales. C'est là qu'au début de la maladie, il y a le plus de virus. Il est localisé à cet endroit-là, dans les sécrétions nasopharyngées. Donc on va le récupérer là où il est le plus nombreux pour essayer d'avoir le plus de chances de le mettre en évidence au laboratoire. De l'autre côté de la rue, on retrouve les prélèvements au laboratoire. C'est toute l'activité du service qui est impactée par la Covid depuis 6 mois. Sans temps mort, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui se met sur votre prélèvement et qui le suit sans jamais qu'il y ait de pause. C'est ce qui est totalement infaisable, parce qu'on n'en traite pas un seul, on en traite 400. Il faudrait, on va dire, 1h30 pour la purification et vous rajouterez 3 heures pour l'amplification. Donc vous êtes sur au minimum du minimum sur une réaction de 4 à 5 heures. Donc par série de 90 patients, on met 4 à 5 heures. Une première phase permet l'extraction de l'ARN, le code génétique du virus. Chaque prélèvement est nettoyé et purifié. Grâce à cette machine achetée début juillet par l'hôpital, 48 tests peuvent être traités chaque heure. Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. On est un hôpital, donc il ne faut jamais qu'on s'arrête, quoi qu'il arrive. Il faut qu'on rende les résultats tous les jours. Donc on a 6 techniques de PCR à l'hôpital de Chambéry. 6 façons différentes de faire la même recette de cuisine. Et ces 6 façons différentes nous permettent de pallier aux difficultés qu'on rencontre de pénurie de réactifs ou de pénurie de consommables, en ayant toujours une solution pour s'en sortir. Pour les tests les plus urgents, une autre méthode est possible grâce à ces petites capsules bourrées de technologie. Très recherchées, partout dans le monde, elles sont contingentées. En ligne ou par téléphone, les résultats sont ensuite transmis le plus rapidement possible pour que les patients positifs et leurs proches s'isolent. Ouais, vous avez été dépisté ce matin pour la Covid-19 au point Alpha 2 et vous êtes positif. Avec près de 400 tests quotidiens, la Covid représente aujourd'hui 40 à 50% de l'activité du laboratoire de l'hôpital de Chambéry. Et mardi, nous irons au laboratoire de l'hôpital d'Annecy qui a également dû s'adapter. Et puis, conséquence de cette crise sanitaire, les calendriers sportifs continuent d'être chamboulés. C'est notamment le cas du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball qui devait se déplacer à Aix-en-Provence ce mardi dans le cadre de la Lidl Star League. Cette rencontre a officiellement été reportée à une date ultérieure. Par ailleurs, le match Créteil-Chambéry prévu, lui, ce vendredi 23 octobre en soirée, a été décalé au dimanche 25 octobre à 16h afin de respecter au mieux les mesures de couvre-feu.
Deux rassemblements en hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné vendredi dernier par un homme de 18 ans dans les Yvelines, étaient organisés ce lundi matin en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne et devant le lycée Jean Moulin à Albertville. Là-bas, une dizaine de professeurs et de parents d'élèves se sont réunis pour montrer leur soutien et défendre la liberté d'expression. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Aude Frappin. Il y a plusieurs étapes de réaction. Déjà, j'ai eu du mal à y croire. Et puis une fois qu'on se dit que c'est vraiment la réalité, j'étais bouleversée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait 3 jours, mais ça passe pas. C'est-à-dire que je me sens pas bien et je sais que c'est le cas aussi pour mes collègues. C'est que voilà, on est mal. Voilà. Il faut qu'on soit là tous ensemble, en équipe, avec mes collègues, pour soutenir la famille de la personne de notre collègue qui est décédée et essayer de faire avancer aussi les choses sur ces questions-là. Et on est aussi là pour nos élèves et pour les enfants, parce qu'on estime que c'est bon pour eux qu'on puisse continuer à parler de tout avec eux, les éclairer et en faire des citoyens qui auront un libre arbitre et qui pourront choisir, mais qui pourront choisir en ayant eu un panorama des différentes, on va dire, à la fois, alors les croyances, ce n'est pas à nous d'enseigner les croyances, nous on est là pour les enseigner d'un point de vue historique et culturel. Et déjà ce dimanche, plusieurs rassemblements en hommage à Samuel Paty ont eu lieu en France ce week-end. Ce fut le cas en Pays de Savoie, à Annecy, à Thonon-les-Bains, à Sallanches ou encore à Chambéry, comme vous pouvez le voir sur ces quelques images. Et puis un autre rassemblement plein d'émotions qui a marqué les esprits ce samedi à Annemasse. Ils étaient près d'1 millier à être venus rendre un dernier hommage à Rania, cette jeune fille âgée de 16 ans, devenue star des réseaux sociaux et décédée le 15 octobre dernier de la progéria, une maladie orpheline incurable qui provoque un vieillissement prématuré. Cet ultime hommage qui a eu lieu en plein cœur d'Annemasse, place de la Libération, s'est conclu par un lâcher de ballon. On passe à notre invité. Ce soir, je reçois Alain Aperté. Bonsoir, installez-vous. Vous êtes le nouveau président du SNDEC, le syndicat national du décolletage. Votre première réaction après cette élection, vous avez été élu mercredi dernier, c'est quoi? De la fierté, un aboutissement? Très fier effectivement. C'est un dirigeant de TPE, une entreprise donc de moins de 10 salariés qui reprend la présidence du syndicat du décolletage après 13 années de présidence de Lionel Beau, qu'on ne présente plus. Donc effectivement, j'ai une grande fierté d'avoir été nommé par mon conseil d'administration. Justement, vous l'avez dit, vous succédez à Lionel Beau, qui aura marqué de son empreinte le SNDEC avec 13 années de présidence. Cela vous confère-t-il une certaine pression de lui succéder? Alors le défi est immense, je reconnais. Maintenant, je suis également sur le territoire, je participe depuis de nombreuses années à la vie économique du territoire, parce que je n'ai pas que ce mandat-là, je suis également élu à la Chambre de métiers, de l'artisanat et élu au pôle de compétitivité. Je suis le SNDEC dans son conseil d'administration déjà depuis 6 ans, donc je connais bien les problématiques du décolletage, mais il est vrai que pendant cette période de crise, le défi est immense. Vous êtes donc le président de SUNAP, une entreprise basée à Aïs. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Alors SUNAP, c'est typiquement ce qu'on appelle une TPE, une entreprise de moins de 10 salariés, donc basée à Aïs depuis 2 ans, qui fabrique des pièces de décolletage pour un peu tous les secteurs de l'activité, pour les clients français et étrangers. Quel était votre parcours pour arriver aujourd'hui à la tête du syndicat national du décolletage? Vaste sujet. Ça fait 32 ans que je fais du décolletage. Ça fait 15 ans que je me passionne pour l'économie territoriale. Un jour, le président du SNDEC a eu l'idée de m'appeler pour, sachant que je m'intéressais un peu à toutes les structures locales, de venir étoffer l'équipe du SNDEC. C'est comme ça que j'ai atterri il y a 6 ans dans l'équipe d'administrateurs du syndicat national du décolletage. C'est quoi le style Alain Aperté? Est-ce qu'il y a un style Aperté? Est-ce que vous allez être plutôt dans la rupture ou dans la continuité par rapport aux années à Lionel Beau? Alors, on va être dans la continuation, bien sûr. Lionel a fait d'énormes choses pour le syndicat, on lui en est très, très reconnaissant. Par contre, effectivement, on affiche un message fort, c'est-à-dire qu'un président issu d'une TPE, ça envoie un signal auprès de toutes les entreprises de décolletage. Le SNDEC a peut-être été, à tort, peut-être un peu trop identifié, destiné aux grandes entreprises. Aujourd'hui, je suis là pour ramener le curseur sur les petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette mission.
Mon action va être de faire travailler toutes les structures ensemble également, puisque à travers ce plan de relance, il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir. Et je suis assez un homme de consensus, de cohésion. Donc voilà un peu les critères qui ont fait que mes administrateurs m'ont choisi. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur le plan de relance spécifique au décolletage. Mais quels vont être vos principaux axes de travail là, pour ce mandat à venir ? Le premier, c'est d'élargir le SNDEC et de le ressortir de la vallée de l'Arve en allant au contact de toutes les entreprises, du décolletage, mais également de l'usinage, puisque les problématiques des usineurs et des décolleteurs sont très proches. Donc on va aller à la rencontre de toutes ces entreprises-là, au-delà du territoire de la vallée de l'Arve, puisque nous sommes syndicat national, je le rappelle, donc on ne doit pas se contenter de travailler pour la vallée de l'Arve, mais on va aller au contact de d'autres bassins industriels, la région Saint-Étienne, la Franche-Comté, le Nord. Voilà, et étoffer le nombre d'adhérents pour être plus fort. Vous arrivez à ce poste alors que le secteur a connu une année 2020 très très compliquée. Y a-t-il néanmoins des motifs d'espoir selon vous ? Oui, parce que moi j'ai eu le message suivant, c'est que effectivement ça a été très difficile, mais ce plan de relance, il faut le prendre comme une opportunité. Aujourd'hui, l'État, la région et le département également sont prêts à mettre de gros moyens sur la table. Et pour sortir les entreprises dans leur diversification par le haut. Donc ça peut être une opportunité, il ne faut pas manquer le coche. Par contre, il y a des problématiques d'endettement des entreprises, donc toutes ne réussiront peut-être pas à investir pour se diversifier. Mais moi, je reste relativement optimiste. L'automobile est repartie. Jusqu'à quand ? On verra, puisque la décarburation des moteurs va aura peut-être des dents de scie. Le problème, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, ça risque d'être très long. Il faut voir. Dernière chose, vous avez évoqué la région. Vous avez pu rencontrer Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce samedi. Est-ce qu'il vous a rassuré ? Oui, alors il est plus optimiste peut-être que moi sur la reprise de l'activité aéronautique. Il perçoit, en discutant, il a échangé avec le directeur des achats d'Airbus très récemment. Il perçoit une reprise de l'aéronautique pour l'été prochain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ce qui est très rassurant, c'est que la région, effectivement, est prête à investir au sommet de bilan dans la capitalisation des entreprises. Là, les entreprises sont assez unanimes, elles en ont toutes besoin. Donc, ce serait un signal fort, effectivement. Et un gros avantage pour, je vous dis, leur sortir de la dette, parce que le PGE, c'est très bien. Ça a éteint le feu tout de suite. Le problème, c'est qu'en bas de bilan, ça crée de la dette. Merci beaucoup, Alain Aperté. Bon courage et bonne continuation pour votre nouvelle fonction. Merci à vous. Une information pratique à présent dans le cadre des travaux de l'échangeur du péage de Chambéry. La voie rapide urbaine N201 sera fermée à la circulation dans la nuit du 20 au 21 octobre de 20h à 6h du matin. Pour terminer ce journal, un peu de ski. Ce mardi à Annecy, plusieurs films très attendus par les amateurs seront projetés en avant-première au cinéma Pathé. Henry Carlo, notamment icône du free-ski, présentera son film Salute. Et je suis en liaison Skype avec Colline Balébas pour parler de cette soirée. Bonsoir Colline. Bonsoir. Alors, vous avez donc présenté ce mardi votre film Skivas. Dans quel état d'esprit êtes-vous là à 24 heures ? Eh ben, écoutez, je suis dans un état d'esprit plutôt serein. J'ai hâte de présenter le film pour la première fois, donc, et du coup d'avoir les premiers retours. C'est toujours ça qui est sympa dans un projet vidéo, quoi. C'est d'avoir les retours derrière. C'est un peu la récompense. Donc, super contente qu'on ait pu faire cette soirée déjà avec toute la conjoncture actuelle et les 2 salles sont remplies, donc ça risque d'être une belle soirée avec une bonne ambiance. Donc, je suis très contente. C'est un film très personnel et un projet qui vous tenait particulièrement à cœur. Oui, c'est un film. Alors personnel, oui et non, parce qu'on est une dizaine de skieuses dedans, donc c'est pas du tout un projet sur moi. Mais oui, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est c'est mon premier projet déjà de film. Et voilà, je voulais vraiment ramener toutes mes amies rencontrées au fil des compétitions, les skieuses que je connais dans un projet commun et qu'on puisse montrer un peu l'étendue du free-ski au féminin, que ce soit en street, en backcountry, en freeride. Et c'est un peu ce qu'on a fait la saison dernière, donc oui, je suis contente du résultat. Est-ce qu'il y a justement un message particulier que vous avez envie de faire passer à travers ce film ? Eh ben oui, oui, que notre sport, le free-ski et plein d'autres sports aussi, pour moi, c'est vraiment pas que de la performance, il y a aussi beaucoup de partage derrière, de travail d'équipe, d'esprit collectif, et c'est ça aussi qui fait la réussite d'un projet, et pour moi, c'est vraiment ce qui a fait la beauté de ce projet pour moi, au-delà des performances sur les skis, quoi, et ça pourrait être mon message derrière ce film. Dernière chose, est-ce que ce film en appelle d'autres ? Est-ce que ça vous a donné envie de continuer ?
Oui, bien sûr. Oui. Il y aura d'autres projets, c'est sûr. Bon, là, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines avec la conjoncture actuelle, notamment pour faire des projets avec des skieuses à l'étranger. Là, c'est pas évident, on ne peut pas prévoir grand-chose, mais c'est sûr qu'il y aura d'autres projets, complètement. Merci beaucoup, Colline Balaz. Bon courage pour demain, on croise les doigts. Merci beaucoup, au revoir. Et j'ajoute que le film Finally de Ben Burati sera également projeté ce mardi lors de cette soirée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour Panorama. Au programme cette semaine, le festival Le Grand Bivouac 2020 à Albertville. Je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.